Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on est très très heureux ce soir de vous retrouver pour un nouveau Patrimo Live qu'on va faire sur un thème spécial immobilier. Au vu du nombre de présents ce soir, on sent que l'immobilier attire toujours autant. Hein. N'est-ce pas Ouda, n'est-ce pas Hélène? Tout à fait, oui. Alors ce soir, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec donc Ouda Selmouni, que vous connaissez déjà très bien, qui est notre responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein du Centre du patrimoine, et Hélène Baroussé, mon associée et épouse. Bonsoir à toutes les deux. Et ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Un gros panorama sur le marché de l'immobilier dans un premier temps. Ensuite, on va regarder, parce qu'on a beaucoup de questions à ce sujet sur les SCPI. Est-ce qu'il y a un impact? Quel est l'impact à court, moyen terme sur les SCPI? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir également? Bien évidemment, on va faire le point sur ce sujet. On va regarder la rénovation énergétique sur lequel Hélène reviendra. Et pour finir, on fera un point sur le marché du crédit de l'immobilier. Donc, on fera un panorama. On essaiera d'être en tous les cas le plus exhaustif possible ce soir, de répondre à toutes vos questions. Donc, pour le coup, je rappelle l'outil en bas à droite. Vous pouvez poser vos questions en live. On y répondra au fur et à mesure. On essaiera de vous apporter toutes les réponses que vous pouvez attendre. Et on vous souhaite donc à tous un très très bon webinaire. N'hésitez pas à être interactif. Hein. Le but du jeu, c'est que vous posiez vos questions et qu'on y réponde et qu'on puisse donc vous dresser ce panorama sur l'immobilier. Est-ce qu'on doit encore investir dans l'immobilier? Stop ou encore? Allez, c'est parti pour 1 heure ce soir ensemble sur le marché de l'immobilier. Alors, dans un premier temps, je vous propose de refaire un petit panorama sur le Centre du patrimoine. Donc, le Centre du patrimoine est une structure de gestion privée qu'on a créée il y a plus de 20 ans avec mon associée et épouse Hélène Baroussé, déjà 20 ans. Aujourd'hui, on conseille un peu plus de 350 familles au quotidien. Ça reste une société familiale. Et nos atouts, nos avantages, c'est la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps. Oui, de la stabilité, puisque nos clients n'ont pas de changement intempestif d'interlocuteur tout au long de la relation avec notre cabinet. Alors, comme je vous l'ai dit au sommaire ce soir, on va dresser un panorama du marché de l'immobilier. On va essayer d'être exhaustif à la fois sur le marché de l'ancien et sur le marché du neuf. On regardera avec Ouda donc l'impact qu'il peut y avoir sur les SCPI, parce qu'on a souvent des questions qui reviennent sur ce sujet. On essaiera donc bien évidemment d'une part de répondre à vos questions et d'autre part de vous rassurer. Troisième point important, la partie rénovation énergétique qu'Hélène traitera. Comment trouver de la valeur donc sur l'immobilier à l'heure actuelle, parce que nous pensons qu'il va y avoir vraiment un vrai marché d'acquisition dans les prochains mois. Donc, il faut se préparer. Et quand je dis les prochains mois, ça peut être les prochaines semaines. On commence à avoir des choses qui se profilent. Et pour finir, on regardera donc le marché du crédit immobilier. Donc, on fera un point sur le crédit IMO, sur le marché des taux, et sur la conjoncture. Hélène reviendra précisément dessus. Quel est l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt? Et est-ce que ça a finalement des conséquences qui doivent nous permettre d'y aller ou de ne pas y aller? Et est-ce qu'on peut profiter justement peut-être d'un effet d'aubaine sur le crédit immobilier et sur l'immobilier plus généralement? Alors, on revient sur le marché, parce qu'avant, il fallait quand même qu'on dresse un panorama macro aujourd'hui. Alors, j'aimerais revenir sur les points essentiels. Alors, l'inflation, on en parle beaucoup. Concrètement, aujourd'hui, je pense qu'on peut être unanime là-dessus. Ça fait 2 ans, 3 ans post-Covid qu'on nous dit que l'inflation est élevée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation est moins élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 1 an. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, clairement, on a aujourd'hui une décrue de l'inflation. Alors, la décrue est lente. Hein. Autant les banques centrales nous avaient promis que l'inflation serait temporaire. Elle est beaucoup moins temporaire que prévu. Mais aujourd'hui, par contre, très clairement, on a une décrue de l'inflation. Donc, dans les prochains mois, l'objectif, c'est que l'inflation aille vers le taux de 2%, hein, puisque c'est le taux aujourd'hui annoncé par les banques centrales. Alors 2%, 3%, mais en tous les cas, que cette inflation baisse dans les prochains mois, et ce qui devrait être le cas, en tous les cas, en 2024, ça va s'accentuer.
de par aujourd'hui la conjoncture économique, malgré tout, qui se dégrade un peu, puisque les taux d'intérêt ont tellement augmenté, en tous les cas, les banques centrales ont tellement augmenté leurs taux d'intérêt, que dans le coup, ça va générer mécaniquement, économiquement, une baisse de l'inflation. De l'autre côté, mécaniquement, on a eu une remontée des taux globales, des taux de crédit. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2,1%. Alors en moyenne, très clairement, on a une augmentation donc, sur les taux de 2,1% et donc depuis janvier, pardon, de 1,5%. Donc très clairement, on a une tendance à la hausse. Aujourd'hui, les banquiers étaient obligés de maintenir une cadence assez régulière pour ne pas dépasser le taux d'usure. On en reparlera tout à l'heure. Hélène rentrera sur le sujet technique du taux d'usure. Et donc, les banquiers ont été obligés, pour respecter le taux d'usure, de ne pas trop augmenter, de ne pas réimpacter la hausse qui aurait dû être réelle sur les taux d'emprunt. Donc, dans le coup, aujourd'hui, les banquiers sont contents parce que comme les taux se stabilisent, eh bien, les banquiers font leur marge, arrivent à refaire leur marge sur le crédit immobilier. Et très clairement, à notre échelle, nous ne voyons pas de baisse de crédit immobilier sur 2023, ni même sur le premier semestre 2024, voire même tout 2024. Je pense qu'il va y avoir une certaine stabilisation des taux de crédit immobilier une fois qu'on aura impacté un peu la hausse que les banquiers n'ont pas pu faire sur le premier semestre 2023. L'indice donc de référence des loyers, on les a mis sur le résidentiel et on les a mis sur les loyers commerciaux. Donc cet indice, aujourd'hui, c'est un indice qui permet d'indexer les loyers et qui est indexé en fait sur l'inflation. Donc aujourd'hui, très clairement, on a un indice de référence des loyers donc, qui a été plafonné par le gouvernement à 3,5 sur un an. Et l'indice des loyers commerciaux qui, lui, est à 6,69, sachant qu'il y a quand même un décret qui est passé pour maintenir un plafonnement à 3,5 sur les loyers commerciaux sur les petites entreprises. Donc, très clairement, les loyers commerciaux, ça dépend ce que vous avez comme locataire en face de vous. Mais en fonction de la taille de votre locataire, vous ne pouvez pas indexer à 6,69 pour la totalité de vos locataires. Parfois, c'est limité à 3,5. Mais la tendance, malgré tout, est à l'indexation des loyers depuis un an. Donc, c'est plutôt favorable pour ceux qui possèdent des loyers. Normalement, les loyers, donc, bien sûr, vont être indexés. De l'autre côté, on vous a mis un dernier indicateur qui est assez intéressant. C'est le prix du marché de l'ancien en moyenne. J'ai bien dit que c'est une moyenne sur le plan national. On est aux alentours de moins 6, moins 7% sur un an, ce qui est quand même ce qui commence à montrer une inflexion des prix de l'immobilier. A contrario, les prix du neuf ont plutôt progressé de 7% sur un an, ce qui pose un vrai problème, on va y revenir, sur le marché de l'immobilier du neuf, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on a des matières premières qui coûtent de plus en plus cher. Donc, les promoteurs ne peuvent pas mécaniquement baisser leur prix. Alors, ils essayent, bien sûr, les gros promoteurs essayent de faire des mesures phares. Mais très clairement, aujourd'hui, on a une vraie problématique sur la promotion immobilière. Les prix des matières premières donc, augmentent. Les coûts des fonciers ont souvent été intégrés dans les bilans des promotions depuis 2-3 ans avec des prix qui ont été élevés. Et donc, mécaniquement, les promoteurs, on va le voir derrière, se retrouvent avec du stock dur et avec des difficultés à écouler leurs marchandises. Alors là, on le voit, les volumes investis en immobilier au T1 2023, c'est très intéressant. On a d'un côté les volumes d'investissement, d'accord. Donc, on voit qu'on est clairement en baisse sur les volumes investis en France. Et le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une rotation sectorielle. Il y a une rotation sectorielle sur les actifs qui vont être ciblés. Très clairement, aujourd'hui, la grosse cible, c'est tout ce qui est industriel et logistique. D'accord. Donc, tout ce qui est bâtiment industriel et tout ce qui est logistique a le vent en poupe, puisqu'on est passé de 8% de part de marché, si je puis dire, à près de 31%. Pour le reste, le bureau, ça baisse, mais c'est moins significatif. Le commerce, ça baisse, c'est moins significatif. Les services, c'est un petit peu plus significatif, c'est quasiment 50%. Mais la grosse poussée, pour le coup, c'est la logistique et l'industriel. Donc la logistique, je rappelle, c'est des entrepôts sur le stockage, par exemple, qui permettent à des boîtes comme des boîtes qui font de la livraison à domicile, par exemple, d'avoir des relais, d'avoir des capacités de stocker l'ensemble des marchandises qui vont pouvoir être livrées à leurs clients de proximité. Donc très clairement, ça, c'est un point à retenir. Alors, on voulait vous faire un point sur le neuf.
Alors le neuf, deux graphes qui sont très significatifs. Juste avant, je vous ai dit que le prix du neuf avait évolué. Donc la tendance est à la hausse. On est à plus 7,6% sur le prix et l'augmentation du prix de l'immobilier dans le neuf. Très clairement, donc je le répète, c'est dû aux matières premières et très clairement l'inflation qui aujourd'hui impacte les prix ne permettent pas aujourd'hui aux promoteurs de baisser leurs prix. De l'autre côté, on a une baisse très importante du nombre de logements neufs vendus sur les 3 derniers mois, puisqu'on est à plus de 30% de baisse. Premier trimestre 2022, on était à 31 000 lots réservés vendus. En 2023, on est à 21 000 lots vendus. Donc très clairement, aujourd'hui, on se retrouve avec un stock de produits immobiliers à la vente chez les promoteurs très important. Donc là aussi, il faudra regarder comment le marché se comporte dans les prochains mois, mais très clairement, on va avoir, je pense, deux niveaux chez les promoteurs. Il va y avoir les gros promoteurs qui ont beaucoup de stock, qui ont besoin de se délester, donc ils vont faire des offres commerciales importantes et agressives. Donc je pense que si nos clients désirent demain investir dans l'immobilier neuf, il va y avoir très certainement des opérations et des effets d'aubaine dans les prochains mois. Et deuxième sujet, les promoteurs qui auront la capacité de vendre en bloc leurs opérations à des opérateurs d'office de 1% HLM, logements sociaux, vont très certainement bénéficier d'accords avec le gouvernement pour leur délester leur stock dur. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, en France, on a encore toujours cette crise du logement et qu'on aurait besoin normalement de 450 000 logements par an. Et là, on voit aussi qu'il y a un nombre important d'abandons d'opérations dans le neuf. Il y a beaucoup de promoteurs il y a à peu près une opération sur 5 finalement qui ne sort pas de terre alors qu'on a toujours ce besoin. Donc, à l'avenir, c'est vrai qu'il va encore avoir cette crise du logement, n'est toujours pas réglée en France. Donc, on vous l'a mis. La vente aux investisseurs recule de 52%. Ça vient aussi du Pinel qui a été dégradé au 1er janvier. Et la vente aux propriétaires occupants de 31%. Donc, la moyenne est quand même conséquente. Et il faut bien évidemment en tenir compte dans la réflexion qui est la nôtre. Alors, le volume de l'immobilier dans l'ancien, les volumes de transactions, parce que souvent les volumes de transactions permettent de déterminer à moyen terme ce qui va se passer sur les prix. Bien évidemment, plus les transactions baissent, plus le volume de transactions baisse, et plus mécaniquement, à court terme, on peut se retrouver avec une baisse du prix de l'immobilier. C'est assez mécanique, parce que c'est un jeu de l'offre et de la demande en fonction de la conjoncture. Je rappelle que les prix de l'immobilier depuis 20 ans ont été maintenus. Depuis 20 ans, depuis 22, plus de 20 ans, donc entre 1996 et 2020, les prix de l'immobilier ont été maintenus grâce à deux phénomènes. Le premier phénomène qui est la prépondérance, c'est la baisse des taux. Et deuxièmement, on avait beaucoup plus de demandeurs que d'offres. Donc mécaniquement, les prix avaient une tendance à augmenter, surtout dans des zones à forte tension. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe que les taux d'intérêt ont fortement monté. Donc, finalement, l'aspect taux d'intérêt ne permet plus aujourd'hui de compenser le prix. Et de l'autre côté, on commence à avoir de moins en moins, une baisse de la demande parce que forcément, il y a moins d'acheteurs potentiels. Donc, il y a mécaniquement un stock d'offres qui augmente. Et donc, au fur et à mesure, on est en train de retrouver un équilibre sur le marché de l'offre et la demande. Et c'est pour ça que dans certaines zones, les prix commencent à mécaniquement fortement baisser. Et on va voir qu'il n'y a pas que ça qui peut faire baisser aujourd'hui les prix de l'immobilier. Donc, le nombre de logements, donc de ventes de logements anciens, on le voit, ça baisse. Très clairement, l'inflexion se fait à S2 2022. D'accord? Donc, déjà depuis un an, on a une belle inflexion qui se passe et on a une évolution qui est plutôt avec une tendance à la baisse. La variation donc, des prix du logement, on vous l'a donné sur CINSEE. C'est toujours très intéressant de regarder la variation des prix des logements sur un an en France. Donc, on voit bien qu'on est sur une évolution avec une tendance à la baisse. C'est vrai sur la France entière, c'est vrai sur Paris-Île-de-France, et ça commence à être vrai. Alors, pour l'instant, les baisses de prix ne sont pas, on va dire, ne sont pas très importantes, mais pour le coup, on a mécaniquement une baisse des prix
en global. Et il est très intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe dans les villes comme Toulouse, comme Bordeaux, comme Paris, et puis après les villes de taille moyenne où les baisses sont plus significatives. Et on va voir que c'est aggravé en plus avec certaines directives. Et tout à l'heure, Hélène reviendra sur un focus de la rénovation énergétique et vous verrez que ça a aussi des conséquences. De très grosses conséquences au final. De très très grosses conséquences. Alors là, Ouda, ça rejoint ce que Ouda vient de vous dire. On a une problématique, c'est que malgré tout, on a un pays sur lequel il faut loger les Français, il faut loger nos concitoyens. Donc, on a une vraie tension sur le marché locatif, d'accord ? Donc, on a une saturation du marché locatif. Donc, l'immobilier neuf est à l'arrêt, le marché à l'ancien qui se fige, l'allocation pour se loger est de plus en plus complexe. Donc, on a une saturation du marché locatif et très clairement, ça devient très complexe pour se loger, évidemment, puisqu'on n'a pas assez de logements, qu'il y a une tension, que les gens ne peuvent plus acheter, qui se replient sur la location. Et de l'autre côté, donc, on a une vraie problématique. Donc, l'immobilier, malgré tout, reste un véhicule d'investissement intéressant, parce que quand on voit que le marché locatif se tend, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc, pour le coup, il faudrait quand même être capable de répondre à cette demande. Alors, avant de rentrer sur l'impact sur les SCPI, j'espère que j'ai été très clair. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on a des indicateurs macroéconomiques avec une inflation qui tend à se stabiliser et à baisser depuis un an et qui va continuer mécaniquement à baisser. Des taux d'intérêt qui, eux, ont mécaniquement augmenté. Les banquiers n'ont pas encore tout à fait fini leur indexation, mais très clairement, on arrive très certainement sur un palier. Donc, les taux vont augmenter, mais moins que ce qu'on a pu vivre depuis un an et demi. Après, on a un taux de l'usure qu'il faut mécaniquement, on va dire, driver, qu'il faut en tous les cas respecter. Derrière cela, on a, pour ceux qui sont propriétaires ou qui sont détenteurs de parts de SCPI, ils ont une indexation des loyers qui est mécaniquement appliquée. Alors, bien évidemment, pas dans tous les cas de figure, parce qu'il y a des fois des cas particuliers où on ne peut pas augmenter, mais normalement, en tous les cas, ça permet d'augmenter les loyers. L'inflation permet d'augmenter les loyers, même s'ils sont plafonnés. Et en substance, on a un marché du neuf qui se tend, avec des prix qui augmentent. On a un marché de l'ancien qui commence à baisser et des transactions qui commencent à baisser. Donc, à partir de là, pour nous, on va avoir sur S2 2023 et S1 2024 très certainement de très, très belles opportunités, sur le marché de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque le Centre du patrimoine a toujours voulu être un petit peu en avance et être précurseur par rapport à l'analyse du marché, on pense qu'aujourd'hui, il était important pour nous de faire un focus et un webinaire dédié à l'immobilier qui vous permettent de bien cerner là où on se situe et surtout de comprendre qu'on avait tous les paramètres de l'analyse et que ça nous permettait vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un environnement qui est plutôt propice. Alors, je vais vous soumettre un sondage par rapport à ce que je vous ai dit. J'aimerais aujourd'hui connaître votre sentiment sur que va faire l'inflation sur cette fin d'année. Est-ce qu'elle va baisser? Est-ce qu'elle va augmenter? Ou vous ne savez pas. Donc, d'après vous, en 2023, là, sur ce S2 2023, est-ce que l'inflation va plutôt baisser? Est-ce qu'elle va augmenter? Donc, vous êtes plutôt à une tendance à baisser. Bon. Ok, donc là, Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, très clairement, nous, à notre échelle, nous pensons, comme la plupart de nos clients ce soir, nous pensons que l'inflation va plutôt avoir une tendance à baisser. Donc, c'était intéressant de parler de ça. Ouda, tu nous fais un petit focus sur les SCPI? Oui, tout à fait. Je vais faire un petit point sur les SCPI par rapport à ce qu'a dit Jean-Olivier et voir si finalement ce qu'on voit sur de l'immobilier en direct aujourd'hui, le contexte actuel peut avoir un impact ou pas sur les SCPI. Alors tant sur le rendement, le taux de distribution comme on l'appelle, que sur la valorisation des parts. Est-ce que du coup tu veux lancer le sondage maintenant ou après ? On peut le lancer juste après. Il faut juste rappeler qu'en fait, on a voulu faire un focus sur les SCPI parce qu'avec Hélène et Ouda, en rendez-vous avec nos clients, on a pas mal de questions sur le sujet des SCPI. Et ça nous paraissait important à la fois de vous faire un focus sur le marché des SCPI et deuxièmement, de vous faire un focus également sur notre analyse et comment en fait on
on analyse, on monitore l'ensemble des SCPI que nous suivons sur le marché et de comprendre qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent vraiment d'être très fins dans la réactivité, dans ce que nous pouvons proposer à nos clients. C'est ça. Que ce soit sur les SCPI que vous détenez en direct ou au travers de vos contrats d'assurance vie. Hein. C'est la même chose. Un petit point déjà sur la collecte des SCPI. On attendait un peu d'avoir du recul sur le premier semestre 2023 pour regarder un petit peu si finalement il y avait un essoufflement de la collecte en SCPI. Alors ici, c'est tous les véhicules immobiliers, hein, SCPI, SCI, OPCI. Sur 2022, la collecte, elle a été de plus de 16 milliards d'euros. Là, on constate que sur 2023, au premier trimestre, la collecte tous véhicules confondus, elle a été de 2,8 milliards d'euros. Les SCPI, donc ça fait en fait, on a un recul par rapport au premier semestre 2022 pardon, de 23%. Donc, on a une diminution de la collecte qui est assez importante, sachant que sur les SCPI, la baisse, en fait, n'est que de 10% et pas de 23%. Donc, on a quand même aujourd'hui des signes de ralentissement sur le secteur, hein, ce qui repositionne finalement la SCPI dans la moyenne des 5 dernières années. On a quand même eu pas mal d'années records en 2020, 2022, des années records d'investissement en SCPI. Là, on retrouve, on va dire, la moyenne qu'il y a pu avoir sur les années passées. Alors, c'est lié d'une part au contexte actuel, hein, mais ce placement en fait, finalement, de la collecte, il s'explique aussi par le fait qu'il y a un regain d'attractivité sur les placements monétaires, sur les placements obligataires, hein, les placements financiers purs, qui est justement provoquer cette attractivité qui revient sur ce type de produit avec la remontée des taux. Donc finalement, ça s'explique. La collecte, elle se faisait beaucoup aussi concernant la répartition en fait, hein, selon les stratégies immobilières. La collecte se faisait beaucoup sur de l'immobilier de bureau. Hein. On était en 2022, 40% de la collecte avait été affectée à de l'immobilier de bureau. Là, sur le premier semestre 2023, on a plutôt orienté à hauteur de 34%. Et les investisseurs ont plutôt privilégié les SCPI les SCPI plutôt diversifiés où on avait une collecte plutôt à hauteur de 29%, on est passé à 40%, donc une augmentation, voilà, une réorientation finalement de la collecte. On abandonne un petit peu le bureau pour s'orienter sur d'autres secteurs d'activité en immobilier. Un point sur la répartition maintenant des investissements des SCPI, c'est-à-dire que les sociétés de gestion qui collectent en SCPI, aujourd'hui, on a au premier trimestre 2023, les SCPI, elles totalisent 1,4 milliard d'acquisitions en immobilier direct. Hein. Côté cession, il y a eu quand même encore des arbitrages. On a eu 215 millions d'euros d'arbitrage, de vente de biens immobiliers par les SCPI. C'est toujours le bureau qui est le premier secteur, la première classe pour lequel on va investir. Ça représente 34% des acquisitions au premier trimestre 2023. Ça représentait, vous voyez, 46%. Hein. Ça réexplique aussi ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a moins d'attractivité sur le bureau. Là où on a une forte augmentation, c'est sur le secteur de la logistique et des locaux d'activité. Beaucoup de SCPI, notamment de SCPI diversifiés, s'orientent aujourd'hui vers de l'immobilier logistique, viennent ensuite le résidentiel, puis la santé. Concernant la répartition des investissements en termes de zones géographiques, les sociétés de gestion s'orientent de plus en plus vers l'étranger, hein, puisque vous voyez qu'il y a une progression aussi, on passe de 37% à 43% d'investissement de la part des SCPI à l'étranger, avec le pays qui a toujours le premier rang, ça reste l'Allemagne. On se diversifie après pas mal sur d'autres pays d'Europe, un peu aussi sur le Canada, mais ça reste toujours le premier pays européen, ça reste l'Allemagne dans lequel on fait les investissements. Vous voyez qu'aujourd'hui, les investissements
sur la région parisienne et notamment sur Paris intramuros ont fortement diminué de par les valorisations qui ont été élevées. Peut-être que ça changera dans les prochains mois ou en 2024, mais en tout cas, voilà, on note quand même une forte baisse des investissements sur le marché Île-de-France. Alors, Ouda, oui. On pourrait rajouter sur la partie SCPI, je crois que ce qui est important, c'est de faire comprendre à nos clients, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui sont concernés par la détention de pierre-papier. Il y a bien évidemment tout ce qui va être flux entrant nouveau pour la SCPI. Il y a aussi toute la partie arbitrage dans la SCPI. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un gérant de SCPI, logiquement, il va aussi arbitrer son patrimoine immobilier à l'intérieur de son parc. Donc, il va essayer de se délester de l'immobilier qui peut, soit parce qu'il ne peut pas le rénover, par exemple, parce que concrètement, ça ne peut pas rentrer dans le décret tertiaire, ou parce que les travaux sont trop importants et qu'on peut avoir un bâtiment énergivore, et donc dans le coup, ça ne rentre plus dans les critères de la SCPI. Et puis après, la deuxième chose qui est importante, et ça, nous, on est très, très vigilants là-dessus, c'est de regarder quelles sont la volumétrie des flux entrants dans les SCPI. Parce que quand vous avez des collectes nettes positives dans les SCPI, eh bien, on se retrouve avec des flux d'investissement potentiels pour la société de gestion, qu'elle peut investir aujourd'hui à bon compte, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on va être dans un marché de l'acquisition plus que sur un marché de la vente. Donc aujourd'hui, on va avoir deux typologies, soit des cessions d'actifs sur des actifs sur lesquels il ne peut pas y avoir de rénovation énergétique, soit deuxième chose importante, de regarder quelle est la volumétrie SCPI par SCPI pour voir aujourd'hui si la société de gestion a la capacité demain d'investir sur des bâtiments et sur des investissements qui vont être intéressants à acquérir. D'accord ? Donc ça, on va le regarder avec beaucoup de précision. Donc là, on vous présente des chiffres qui sont génériques, qui vous permettent d'avoir une tendance et la température du marché des SCPI. Et après, on reviendra plus en détail sur ce que nous faisons, nous, à notre échelle. Tout à fait. Une fois qu'on a vu la répartition, alors c'est des SCPI de rendement, donc ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est le rendement. Le taux de distribution moyen en 2022, il a été de 4,53. C'est la moyenne des rendements des SCPI sur le marché. Du coup, on constate finalement que le prévisionnel 2023 devrait être à peu près stable. Après, ça va varier en fonction des SCPI. Mais sur les 3 premiers mois de l'année, il y a eu la compte distribuée par les SCPI pour le premier trimestre 2023. Finalement, on constate que les acomptes qui ont été distribués sont plutôt stables par rapport à l'acompte du premier trimestre 2022. Et le rendement, si on annualise finalement cet acompte, on serait plutôt aux alentours d'un rendement à 4,15 et pas 4,15 contre 4,53 en 2022, 4,15 qui serait attendu en 2023. Après, je vous dis, ça va dépendre également des classes d'actifs, puisque la baisse, vous le voyez sur le schéma, la baisse des rendements, elle n'impacte pas de la même manière toutes les SCPI. Vous allez avoir des acteurs, des SCPI qui vont être investis notamment par exemple sur la logistique, majoritairement sur la logistique, donc les entrepôts, les locaux d'activité, où là on va attendre un rendement plus important. C'est toujours eux qui, là en tout cas actuellement, qui occupent le premier rang en termes de distribution de revenus. Ensuite, vous avez les SCPI diversifiés. Derrière, vous avez les SCPI d'hôtels qui ont beaucoup souffert pendant la crise Covid et là qui retrouvent des niveaux de distribution globalement dans la moyenne. Les SCPI résidentiels, ça ne bouge pas trop. Les SCPI de santé restent aussi avec des rendements corrects. Là où on n'a pas forcément trop d'inquiétude aujourd'hui sur la distribution à venir des SCPI, le rendement devrait être, je vous ai dit, à peu près stable. Là où on va être très attentif et là où vont être aussi très attentifs les gérants des SCPI, c'est sur l'ajustement finalement des valeurs d'expertise sur la première moitié de l'année. Vous savez que sur les SCPI, vous avez une valorisation du parc immobilier de la SCPI qui se fait par un expert indépendant. On va le voir juste après. C'est plus sur cet ajustement des valeurs qu'on va être attentif, plus que sur le rendement qui finalement
devrait être à peu près stable. On n'attend pas, en tout cas, c'est une de vos inquiétudes, on n'attend pas une baisse de rendement à 2 chiffres. Ça sera pas le cas sur les SCPI, en tout cas sur les SCPI que nous, on a pu sélectionner, mais de façon générale sur les SCPI du marché. Pour l'instant, même si je peux me permettre, pour l'instant, sur le spectre qu'on suit, à l'heure actuelle, sur les SCPI qu'on a plutôt distribués, les gérants parlent plutôt d'une amélioration du dividende que d'une baisse du dividende. Là aussi, c'est le grand écart, et on va le voir derrière. Il y a les SCPI gros paquebots, véhicules souvent bancaires, à plusieurs milliards d'euros, qui vont fortement être impactés sur ce S2 2023. Et à contrario, les diversifiés et les SCPI que nous commercialisons pour la grande majorité, qui vont avoir une tendance à très très bien s'en sortir et qui au contraire vont avoir une tendance à avoir une distribution qui va s'améliorer sur 2023, parce qu'on le suit trimestre par trimestre avec Hélène et Ouda. Tout à fait. 2 indicateurs qu'il faut regarder par rapport à l'évolution du prix de part, ce que je vous ai dit. 2 choses qu'on va regarder. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle, l'ASPIM avait instauré fin 2021 un nouveau concept qui est le rendement global immobilier, le RGI, si vous en avez entendu parler. Ça vous permet en fait de mesurer la performance globale de votre investissement SCPI, puisque ça va intégrer et la distribution et la revalorisation du prix de votre part. Sachant que comment en fait on évalue le prix de part d'une SCPI, c'est la valeur de reconstitution, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur des actifs plus les frais de notaire, et donc la société de gestion en fait d'une SCPI, c'est là aujourd'hui qu'on va pouvoir regarder quelles ont été les sociétés de gestion qui ont été plutôt prudentes sur la valorisation de leur prix de part pour la fixation en fait du prix de part de leur SCPI, celles qui ont été un peu plus punchy. En fait, les sociétés de gestion ont ce qu'on appelle une sorte de coussin amortisseur, en fait, qui leur permet de fixer le prix de part de la SCPI. Donc, elles vont pouvoir en fait ajuster à plus ou moins 10%. C'est un ajustement qui est autorisé par les autorités. En fait, elles vont pouvoir ajuster leur prix de part par rapport à la valeur de reconstitution, à la valeur réelle de leur bien, et de dire, moi, je vends plus cher ma part que ma valeur réelle, à maximum plus 10%, ou je la vends moins cher. Et aujourd'hui, on le voit, ce qui inquiète en tout cas, ça serait qu'il y ait une baisse du prix de l'immobilier et que du coup, l'immobilier qui est détenu par les SCPI vienne lui aussi à baisser. On le voit sur 2022. On a une dépréciation de la valeur du patrimoine des SCPI qui est de 1,54%. Tout à l'heure, on a dit que sur l'immobilier ancien, c'était à peu près moins 6,8 depuis un an de baisse. Voilà, sur les valeurs du patrimoine des SCPI, ça a été évalué pour l'année 2022 à moins 1,54% de baisse. Ce qu'on va surveiller, nous, c'est aussi notre travail d'expertise, c'est de regarder en fait ces valeurs d'expertise, ces valeurs de reconstitution. Elles sont affichées dans les rapports annuels. La plupart ont commencé à sortir, les rapports annuels 2022 ont commencé à sortir, à être publiés au mars-avril. Les derniers vont arriver la fin juillet. Et nous, c'est ce qu'on regarde. C'est qu'on va regarder, en tout cas pour les SCPI qu'on a sélectionnés au sein de notre cabinet, c'est d'aller regarder ces valeurs de reconstitution et analyser SCPI par SCPI. Si finalement, le prix de part qui a été fixé par la société de gestion a été décoté ou surcoté par rapport à la valeur de reconstitution. C'est quelque chose sur lequel, je vous ai dit, on va être extrêmement attentif sur ce premier semestre et aussi sur le deuxième semestre, parce que si le prix de l'immobilier venait encore à baisser, ça voudrait dire, comme je vous ai dit, qu'il y avait ce coussin amortisseur et cette marge de manœuvre qu'ils ont de 10%, il ne faudrait pas qu'on ait des SCPI qui est forcément, qui soit fortement impacté par la dévalorisation de leur patrimoine immobilier. Donc, c'est quelque chose qu'on va bien évidemment surveiller. Et on sait déjà qu'il y a certaines SCPI qui anticipent en fait cette baisse-là et qui commencent déjà là on en a eu quelques-unes qui commencent à communiquer sur des valorisations, sur des baisses de prix. Voilà. Mais la correction ne va pas être là aussi normalement très importante. Globalement, vous allez le voir, je vous l'ai mis, c'est 75% des SCPI qui sont en décote. Ça veut dire que même si le prix de l'immobilier venait à baisser, finalement, le prix de part ne serait pas fortement impacté. Je me permets, Ouda, pour résumer, une SCPI qui a une bonne décote, c'est bien. En gros, il faut avoir une bonne décote pour tâcher de… Si une SCPI elle a une bonne décote,
elle a une décote importante. Ça veut dire que la société de gestion a été plutôt prudente sur son prix de part et que si même à la fin de l'année, on a des expertises qui venaient à dire cette SCPI, sa valeur réelle, sa valeur de reconstitution de ses actifs, ils ont un peu baissé, ça va venir s'ajuster avec son prix de part et on n'aura pas finalement un prix de part de SCPI qui sera trop cher par rapport à la valeur réelle des actifs qui sont détenus. Alors, pour synthétiser, Ouda, et pour bien faire comprendre à nos clients ce que tu viens de dire, faisons simple. Clairement, aujourd'hui, on aurait un prix de souscription à 100 € la part. D'accord ? 100 € la part. Concrètement, aujourd'hui, on va regarder un tunnel de valeur de reconstitution qui se situe entre 90 et 110. Entre 90 et 110. Ouais. Ça veut dire qu'entre 90 et 110, très clairement, la SCPI est dans les limites légales que lui autorise le cadre légal de la SCPI par rapport à son prix de souscription. Donc, entre 90 et 110, la SCPI n'a pas à bouger son prix de part. D'accord ? Ensuite, dans le slide que vous voyez, on vous explique que 75% des SCPI qui sont analysés, que nous on analyse, alors quand on dit analyser, ce n'est pas que nous on analyse, c'est l'ensemble du marché. Pour le coup, là le texte, en fait, dans le PowerPoint, qu'on soit bien d'accord, c'est 75% du marché analysé aujourd'hui. Quand on regarde toutes les SCPI, il y a 75% du marché qui sont en décote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 75% des SCPI qui sont entre 90 et 100. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ont de l'avance par rapport au 31 décembre 2022. Elles ont de l'avance par rapport à leur prix immobilier. 25%. Très bien décidé de revaloriser leur prix de part. Donc 25% vont se situer entre 100 et 110. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Celles qui sont entre 90 et 100 peuvent, si elles le désirent, augmenter leur valeur de part. D'accord ? Si elles ont une tendance prudentielle, elles vont se dire « je conserve ma valeur ». Si elles considèrent qu'elles sont en forte collecte et qu'elles font de très bonnes acquisitions, ce qui est le cas de pas mal de SCPI avec lesquelles nous travaillons, alors elles peuvent avoir une tendance à se dire « on va augmenter le prix de la part » parce que c'est plutôt favorable. Donc aujourd'hui, très clairement, ce que nous allons regarder, c'est toutes les SCPI qui se situent entre 100 et 110 et qui même se tendent vers plutôt vers 110 que 100, puisque aujourd'hui, les SCPI qui seront entre 105 et 110 sont plus en risque, bien évidemment, que les SCPI qui sont entre 90 et 95. Aujourd'hui, il y a quelques baisses de prix qui sont à attendre, d'accord, sur les gros véhicules. Sur les gros véhicules. On l'a vu et on l'étudie avec Hélène et Ouda en permanence. On constate que pas mal de SCPI, entre autres, et je n'ai pas envie de taper sur mes confrères banquiers, mais pas mal de SCPI de réseau bancaire vont être en tension parce que mécaniquement, c'est des SCPI qui sont très fortement connotés bureaux avec des grosses unités. Donc forcément, c'est les SCPI qui sont le plus concernés. Les SCPI qui sont plutôt diversifiés, celles-là auront une tendance à être beaucoup plus résistantes aujourd'hui au marché et à la baisse, et surtout celles qui sont aujourd'hui en collecte nette positive. C'est très important de comprendre comment ça marche. Donc nous, aujourd'hui, on espère qu'on a été clair sur cette analyse, et derrière, Ouda va revenir, va faire un focus sur, on va mettre en musique ce qu'on vient d'expliquer. Tout à fait. Tu peux expliquer, Ouda, à nos clients ce soir comment ça marche ce tableau. C'est un tableau qu'on suit en permanence, nous, et on a l'ensemble des SCPI du marché. Alors là, on n'a pas pu mettre toute la liste parce que vous savez qu'il y a presque 300 SCPI sur le marché. On a mis essentiellement, alors pas toutes, on a mis pas mal de SCPI que nous on commercialise au cabinet parce que c'est celles qu'on a aussi sous surveillance. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, je dis presque toutes les SCPI ont publié leur valeur de reconstitution de 2022, et donc il est aujourd'hui possible de faire un comparatif et d'estimer finalement les SCPI, les sociétés de gestion qui vont être les SCPI qui vont être contraintes de baisser ou d'augmenter leur prix de part, voilà, au même titre que la correction des prix de l'immobilier, elles vont peut-être faire des corrections de prix de part cette année. Là, par exemple, on prend Cap Foncière et Territoire. Vous voyez que le prix de part aujourd'hui, il est de 258 €.
la valeur de reconstitution, c'est-à-dire que la valeur du patrimoine immobilier, elle est de 269,71 €. Ça veut bien dire que la valeur réelle des actifs que détient la SCPI est beaucoup plus élevée que le prix qu'on vous propose aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous achetez cette SCPI, finalement, vous l'achetez moins cher que ce qu'elle vaut réellement, que les actifs. Donc, si vous êtes nouvelle associée sur la SCPI, vous allez venir acheter quelque chose avec une décote. Là, c'est une décote de 4,34% pour Cap Foncière et Territoires. Et donc, vu que la SCPI est un placement long terme, on peut espérer sur les années à venir qu'on bénéficie, si on rentre aujourd'hui avec une décote, on puisse bénéficier d'une revalorisation du prix de la part. Après, pour les SCPI, alors vous avez Foncière et Territoires, donc c'est une SCPI, comme disait Jean-Olivier, diversifiée. Vous le voyez, cœur de région, c'est aussi une SCPI diversifiée. On a une décote de 5,50. C'est sur les SCPI à prépondérance bureau. Je prends par exemple Génépierre, qui est une vieille SCPI très orientée bureau, bureau francilien. Vous avez une surcote de 8,76%. Ça veut dire que là, si je venais aujourd'hui acheter de la SCPI Génépierre, je l'achète trop cher et demain, je ne suis pas à l'abri, ou même dans les prochains mois, d'avoir une décote de la valeur en fait, du prix de part, quoi. Donc, c'est des choses que nous, on va regarder. Et aujourd'hui, quand on fait notre sélection de SCPI, on regarde si le prix de part réel, et on a déjà l'année dernière, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit Jean-Olivier au début, on est plutôt toujours, nous, en anticipation de ce qui va arriver sur les prochains mois. Donc, on aime bien regarder, soulever un peu le capot et pas regarder juste les brochures commerciales, de se dire on va sélectionner tel ou tel produit. On soulève, on regarde, on analyse. C'est vraiment l'expertise qu'on peut vous apporter. Donc, si vous avez un portefeuille de SCPI, n'hésitez pas. Là, je vois par exemple, on a des personnes qui nous demandent est-ce que je dois conserver PFO2 ou pas. C'est des choses qu'on peut bien évidemment regarder pour vous. Si vous avez un portefeuille de SCPI, que ce soit au travers de vos assurances vie ou en direct, vous pouvez faire appel à notre service pour qu'on puisse analyser et dire est-ce que là, on peut s'attendre à une décote, ou à une baisse du prix de part de la SCPI et du coup, vous orienter sur des arbitrages possibles à faire sur votre portefeuille. Donc, après, pour mesurer un petit peu ça, faudrait pas non plus. L'idée, c'est pas non plus de vous inquiéter si vous avez des SCPI qui sont surcotés. Il ne faut pas oublier que la SCPI est un placement long terme, que l'objectif premier, c'est du rendement et que donc, tant que votre SCPI vous distribue un revenu régulier qui est dans la moyenne du marché, même si on a dit, ça peut être un rendement qui va baisser, mais pas une baisse à 2 chiffres, il n'y a pas forcément d'inquiétude non plus à avoir. Mais voilà, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est des choses qu'il faut garder en surveillance et regarder un petit peu si vous avez acheté votre SCPI un peu trop cher par rapport à la valeur réelle du marché. Alors, en complément, Ouda, et pour rassurer nos clients et leur dire à quel point nous avons une expertise forte sur les SCPI depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, très clairement, la décote et la surcote et la valeur de reconstitution, c'est un des éléments, bien sûr, importants qu'on regarde, qui va nous donner l'indicateur de prudence par rapport à la gestion. Est-ce que la société de gestion est prudente ou pas? Il y a d'autres éléments qu'on va regarder, bien évidemment, entre autres la collecte nette des SCPI. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, la société de gestion est en capacité de se porter acquéreur de nouveaux investissements, puisqu'à l'heure actuelle, très clairement, il y a des belles opérations à faire sur le marché du tertiaire, du commerce. Le commerce a commencé à fortement, on va dire, a fortement corrigé sur 2020-2021 et aujourd'hui, on arrive sur un marché beaucoup plus mature qui a déjà impacté la baisse. Donc aujourd'hui, des SCPI qui sont plutôt commerce, qui collectent net positive ou qui sont des diversifiés, ont plutôt une tendance à avoir des belles acquisitions à faire. De la même manière, pour nous, c'est très important de regarder donc la volumétrie. Donc, comme l'a dit Ouda, ce qu'on vous propose, si vous voulez avoir un conseil personnalisé, plutôt que de rentrer dans le détail aujourd'hui de Capimo, de PFO2, etc., n'hésitez pas à nous transmettre votre portefeuille de SCPI. Alors,
c'est au global. Concrètement, on ne conditionnera pas que sur une seule SCPI, mais si vous avez un portefeuille de SCPI, n'hésitez pas à nous le transmettre et on vous donnera notre sentiment par rapport à votre portefeuille. Est-ce qu'il est très exposé bureau? Est-ce qu'il est très exposé commerce? Est-ce qu'il est très exposé logistique? Ou est-ce qu'il est plutôt bien diversifié? Voilà, on vous accompagnera dans les bons choix à faire à court terme et à moyen terme. Dernière question qui nous a été posée, c'est est-ce que la baisse globale de l'immobilier est une tendance temporaire ou durable? En fait, aujourd'hui, très clairement, avec l'explication que j'ai donnée sur la première partie, sur la macro, on pense aujourd'hui que les taux d'intérêt, donc je parle des taux d'intérêt des banques centrales et des taux d'intérêt en général, ont plutôt atteint un palier, même si on pense que les taux d'intérêt peuvent encore augmenter un petit peu sur ce deuxième semestre, mais on a déjà clairement impacté une grosse partie de la hausse. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les taux d'emprunt mécaniquement ont augmenté. Ils vont très certainement encore un peu augmenter. Et oui, aujourd'hui, l'immobilier n'a pas encore corrigé sur les prix de la totalité de ce que ça aurait dû encore corriger. Voilà, donc la tendance, on va dire à moyen terme, elle est plutôt à la baisse. Maintenant, Ouda l'a dit, l'actif immobilier n'est pas un actif que vous détenez pour 6 mois. Donc, c'est un actif à moyen long terme. Donc aujourd'hui, il serait là aussi trop simple de dire je sors de l'immobilier, je ne regarde plus. C'est ce que j'ai dit en amont. Je pense qu'il va y avoir, nous pensons qu'il va y avoir de belles opportunités à avoir sur ce deuxième semestre et au premier semestre 2024. Comme sur les SCPI, c'est la même chose. On ne peut pas dire tout blanc ou tout noir, je vends toutes mes SCPI ou ça dépend des véhicules que j'ai. Bien évidemment, aujourd'hui, si je prends le tableau que vous avez sous les yeux, j'ai plus de risques sur une SCPI comme Génépierre, par exemple, sans la citer, mais voilà, sur lequel j'ai une surcote importante, contrairement à une structure comme Épargne-Pierre, par exemple, sur lequel j'ai une forte décote. Voilà, donc là, bien sûr, j'ai une tendance, une tension qui peut être un petit peu supérieure. Tout dépendra de la capacité de Génépierre de réarbitrer ses actifs et derrière aussi de sa capacité à générer de la collecte nette positive. Donc, très clairement, dans une phase où il y a de la tension comme en ce moment, on a des opportunités. Et dernier point, et comme ça j'ai synthétisé, ce qu'a dit Ouda tout à l'heure, c'est aussi très important. La prime de risque sur l'immobilier, forcément, se revalorise. Parce que quand aujourd'hui, vous avez de l'obligataire qui vous rapporte 3, 4, 5%, du monétaire qui vous rapporte du 3, 4, 5%, mais mécaniquement, aujourd'hui, un actif immobilier que vous étiez prêt à acheter il y a 2 ans à 4,5 de rendement, ce même actif aujourd'hui, vous n'êtes plus prêt à l'acheter à 4,5, vous voulez l'acheter à 5,5 ou à 6. Donc, mécaniquement, aujourd'hui, la prime de risque sur l'immobilier, c'est mécaniquement revalorisé. Donc, tout ça, on l'analyse. Tout ça, on vous accompagne au quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos éléments de patrimoine SCPI pour qu'on regarde avec vous attentivement ce qu'il faut faire, voire même plus globalement sur la partie immobilière. Pour le coup, je vais passer la parole à Hélène, qui va intervenir, dont mon associée et épouse, qui va intervenir sur un sujet très tendance, qui est donc la rénovation énergétique. Ouda, est-ce que tu avais fini ou pas? Et d'ailleurs, j'ai un sondage que je n'ai pas publié, que je vais juste publier avant qu'Hélène démarre. Est-ce que vous pensez donc dans le coup que alors les valeurs de part de SCPI vont-elles baisser dans les prochaines années? D'accord, les prochaines années, j'aurais dû mettre en 2023. Alors, 3 solutions, oui, non, ça dépend de la SCPI. Eh bien voilà, je crois que notre exposé a été plutôt… Exactement, ne faisons pas d'amalgame. Toutes les SCPI ne seront pas logées à la même enseigne. Ça va dépendre vraiment de chaque SCPI. À toi, Hélène. Donc, tu m'as fait la transition parfaite en disant justement par rapport aux différentes opportunités ou je dirais par rapport à l'immobilier, est-ce qu'il va continuer de baisser ou pas? J'ai envie de dire qu'il y a donc un critère aujourd'hui qu'il va falloir vraiment prendre en compte, qui est justement les critères énergétiques, avec le diagnostic de performance énergétique qui a 7 classes qui va de A à G. Aujourd'hui, pour les plus mauvais, donc c'est F et G, c'est les passoires énergétiques. A à C, c'est les immeubles les plus modernes en règle générale, et D à E, c'est les logements aujourd'hui énergivores. En fait, aujourd'hui, le DPE, il nous donne quoi comme constat? En fait, il nous donne aujourd'hui la performance énergétique du logement, donc ça jusque-là, on le sait, et également les émissions des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que ça nous donne comme
je dirais, comme indication par rapport à un logement. Et aujourd'hui, on en a quand même beaucoup en France de logements avec des, je dirais, des passoires énergétiques. Et aujourd'hui, 87% des acheteurs immobiliers quand même veulent opter pour un logement écologique, qui soit d'ailleurs locataire ou propriétaire. Donc là, ce qu'on appelle aujourd'hui donc maintenant la valeur verte en fait d'un bien. Donc ça vient quand même vraiment compenser, je dirais aujourd'hui, l'argument de vente pour un prix en fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez justement une passoire énergétique, vous allez clairement avoir une baisse au niveau du prix de vente. Donc, vous, si vous vous positionnez en tant qu'acheteur, donc par rapport à des opportunités, c'est là où il faut le regarder, il faut bien penser qu'il faut minorer minimum de 15% à peu près quand vous avez une passoire énergétique. Parce qu'il faut savoir que pour changer, alors là c'est pareil, on vous donne une moyenne, parce que ça va dépendre quand même de la taille forcément du logement, mais en moyenne, vous aurez 15 000 euros de travaux pour changer de classe aujourd'hui, pour pouvoir, donc imaginons passer de G à F 15 000, mais si vous voulez passer de G à E, il faudra environ compter 30 000. Ne pas oublier bien évidemment que si vous faites ces travaux-là, en tant que propriétaire, vous avez quand même le droit aujourd'hui à des aides. Donc ça, il faut quand même les regarder. Vous avez donc des éco-PTZ avec aujourd'hui, c'est des bouquets de travaux. Donc ces bouquets de travaux, ça va être quoi ? Par exemple, ça va être l'isolation de l'habitation en général. Donc ça va concerner les toitures, le mur, le sol, les changements des fenêtres, le système de ventilation ou les systèmes de chauffage. Donc, par rapport à ça, vous avez le droit à ça et vous avez le droit à MaPrimeRénov'. Donc, si vous avez aujourd'hui un logement qui répond donc, malheureusement à un DPE plutôt mauvais, je vous invite vraiment vivement à faire ces changements si vous souhaitez le garder, parce que ça, c'est toujours pareil, si vous souhaitez le garder, parce que par rapport à ça, de toutes les manières, à terme, on va être obligé. Pourquoi ? Parce que donc depuis le 1er janvier… Si je peux rajouter juste une chose, Hélène, également, concrètement, les travaux sont déductifs, si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait. Donc, il y a deux aspects. Il y a d'un côté, tu viens de le dire, les aides. Exactement. D'accord. Donc, les aides, les éco-PTZ, PrimeRénov'. Mais deuxièmement, on va pouvoir déduire les travaux du revenu foncier que l'on a. Exactement. Et donc, dans le coût, l'impact des 15 000 euros pour changer de tranche, puisque 15 000 euros, c'est une indication, en fait. C'est pour vous donner un ordre d'idée, exactement. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Très clairement, ces 15 000 euros sont déductibles. On est d'accord ? Donc, en fonction de la tranche marginale d'imposition dans laquelle on se trouve, on va avoir une capacité à déduire ces travaux. Clairement, donc c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à faire ces travaux si vous êtes propriétaire. Si en plus, vous avez en plus un bien, comme nous on les appelle prime, donc vraiment bien situé, etc., il peut être dommage, j'ai envie de dire, de s'en débarrasser s'il a un bon rendement de base, j'ai envie de dire, comme vous en parliez jusqu'à présent. S'il a plutôt un bon rendement, ça serait dommage de ne pas justement le faire monter en classe énergétique pour le garder, parce qu'au final, l'impact des 15 000 euros entre les aides, l'éco-PTZ, donc qui est à zéro, donc qui est à zéro plus la déduction dont tu viens de parler, au final, l'impact ne sera pas, ça sera pas 15 000 euros. Donc, c'est pour ça, c'est à étudier, à regarder. Et ça, c'est pareil, si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là, n'hésitez pas à venir nous voir et nous consulter. Ça, c'est des choses qu'on pourra regarder avec vous et vous aider à obtenir. Donc, comme je disais, on va être obligé quand même de passer un peu en marche forcée par rapport donc, aujourd'hui à l'amélioration de l'habitat. Pourquoi ? Parce que donc, déjà, depuis le 24/08/2022, on ne peut plus du tout augmenter les loyers donc des passoires thermiques. Donc, F et G, on ne peut plus du tout augmenter les loyers. Donc, ça veut dire qu'un locataire que vous avez en place, parce que ça aussi, il faut quand même en avoir vraiment l'idée, un locataire que vous avez en place, vous ne pourrez plus lui impacter les 3,5 dont vous parliez. Ça, vous ne pouvez plus lui impacter si vous avez une passoire énergétique. Et en plus, au renouvellement de son bail, donc même si c'est par tacite ou peu importe, vous allez être obligé de faire un DPE. Et donc, si ce DPE est mauvais, à partir de ce moment-là, vous allez être, si vous êtes en G, il faut savoir que donc, depuis le 1er janvier 2023, vous ne pouvez plus le louer. Parce que, en fait, s'il dépasse donc, une consommation en énergie finale de 420, en fait, donc 420 kWh par an, donc, par rapport à ça, vous ne pouvez plus louer. Donc, depuis le 1er janvier 2023, en fait, tout ce qui est G ne peut plus être loué. Donc, c'est là où je vous invite vraiment, si vous ne savez pas la classe énergétique de bien que vous pouvez avoir en location, de vraiment l'anticiper parce que de toutes les manières, ça va être vraiment une problématique. Et on va aller, comme vous le voyez, 1er janvier 2025, ça va être les F, 2028 les E et 2034 les D. Bon, ça, 2034, ça nous paraît relativement loin. En plus, en cas de vente, parce que vous pourriez dire, c'est pas très grave, il est G et je le vends. Aujourd'hui, les banques, en plus, regardent quand même. Donc, il y a un vrai impact à l'heure actuelle. Donc, ça, il faut quand même
le savoir, les banques examinent également le DPE. Donc, ce qu'on appelle, c'est l'éco-conditionnalité. Donc, et ils regardent également le montant estimé des factures en énergie, qui viennent rajouter, en fait, par rapport à tout ce qui est inhérent au logement, la taxe foncière, tout ce qui va coûter au logement, ils le mettent également dedans. Donc ça peut être aussi un motif de refus de crédit immobilier. Donc c'est pour ça que quand même, quand on a une passoire énergétique, autant bénéficier des aides et des déductions, ou si on le vend, il faut s'attendre à ce que nos acheteurs puissent avoir des problématiques à terme. Donc par rapport à ça, il faut vraiment faire hyper attention, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces règles-là, aujourd'hui, concernent les locations nues et les locations meublées, pas les locations saisonnières pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, puisque un groupe de travail interministériel a mis en place a proposé un certain nombre de mesures concernant justement la mise. Et dans ces mesures, il y a 14 mesures en tout, on retrouve cette mesure d'interdiction de louer les logements classés F ou G pour les locations saisonnières. Donc, la règle va sûrement arriver. Si vous avez des locations saisonnières, autant se mettre à jour. Parce qu'on parle de logement décent, en fait. Et donc, que ce soit tout court, que ce soit du nu ou du meublé, du tourisme ou quoi que ce soit, du principe qu'il n'est pas décent parce qu'il est énergivore et qu'en plus, il a des émissions à gaz à effet de serre, à partir de ce moment-là, de toute manière, donc tout va s'aligner. Donc, clairement, en se disant, c'est bon, je suis tranquille, je ne suis pas en revenu foncier traditionnel, je suis en meublé, je vais être à l'abri. Non, attention, warning, ça aussi, ça va certainement s'aligner. Et généralement, c'est souvent dans ce sens-là et pas dans l'autre. Très clairement, en fait, en synthèse par rapport à ce que tu viens de dire, et je crois que ça, c'est ce qu'il faut qu'ils retiennent nos clients ce soir, c'est que très clairement, le centre du patrimoine, chez nous, en tous les cas, on essaye toujours de créer de l'opportunité là où il peut y avoir une tension. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la partie énergétique, rénovation énergétique, c'est en premier abord pris comme une contrainte. Je pense qu'il faut en faire une force. Oui. Je pense qu'il faut en faire une grosse force. Aujourd'hui, finalement, quand on voit l'impact de la rénovation et quand on utilise les aides plus les déductions au travers du revenu foncier, ce n'est pas si impactant que ça. Deuxièmement, ça vous permettra en plus de mieux louer demain et surtout de ne pas avoir de contraintes, réglementaires. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, dans les prochains mois, prochaines années, les passoires thermiques ne pourront plus être du tout mises en location ou alors les locataires demanderont une mise aux normes très rapide. Et en plus, on aura une vraie baisse en termes de prix de vente. Ça, il faut quand même en avoir, parce que là, on parle de… On envisage une vente derrière, ça permettra de mieux valoriser son bien et son prix, quoi. Et si d'ailleurs vous souhaitez vendre, en fait, je vous conseille vivement, parce que si par contre, pour des raisons, vous avez une passoire énergétique et vous ne voulez pas vous en occuper, ce qui peut être bien, c'est quand même de faire les devis à des artisans et justement pouvoir présenter à vos futurs acquéreurs combien ça pourrait coûter pour justement passer à la classe supérieure ou D ou E pour pouvoir être tranquille. Ça, c'est des vrais arguments de vente. Donc, c'est des vraies choses que je vous invite à faire, quitte à ce que justement votre acquéreur puisse le présenter à faire un bouquet de travaux et également bénéficier des aides et puisse le présenter à sa banque aussi. Parce que autrement, ça peut être une vraie, comme je vous ai dit, un vrai refus bancaire. Donc, par rapport justement, parlons du côté bancaire, on va faire un point justement sur le marché du crédit immobilier et donc cette hausse dont on a parlé, dont Jean-Olivier a commencé et Ouda aussi a parlé depuis le début de ce webinaire. Donc, pour vous donner, tout le monde, vous avez tous vu de toutes les manières les taux qui ont fortement augmenté depuis grosso modo 1 an. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, ils ont dépassé les 3%. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le deuxième trimestre 2023, on a un taux moyen à 3,29, 3,45 en juin, et sachant que d'ici fin d'année, on s'attend à avoir à peu près 4%. Grosso modo, sur les taux, c'est ce qui va se tendre, et on pense que dès début 2024, ça devrait redescendre. Je dirais ça devrait redescendre aux alentours des 3, mais en attendant, pour le moment, on est plutôt quand même sur une tendance haussière par rapport à ça. Donc, à aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, depuis les taux ont quand même énormément augmenté, parce que les taux maximales qu'on a pu obtenir, donc dernièrement qu'on a pu voir, c'est 4,79. Donc ça, c'est très rare quand même, parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même peu. Les taux moyens 3,80 et le taux minimal 3,49. On était, pour vous donner un ordre d'idée, il y a de ça 1 an, on était plutôt aux alentours de 1,60 sur les mêmes bases. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça a quand même sacrément augmenté. Et jusqu'à fin d'année, ça va continuer d'augmenter.
Par contre, il ne faut pas penser que le recours au crédit à l'heure actuelle n'est pas une bonne chose encore, parce que justement, saisir des opportunités à l'heure actuelle, comme vous avez pu le voir, vous pouvez en saisir aussi bien dans le neuf, parce que dans le neuf, il peut y avoir des promoteurs justement qui vendent un peu plus à la casse. Pensons par exemple au Pinel. Ça, c'est des choses que jusqu'au 31/12/2023, 24, pardon. 24, vous pouvez profiter. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez des opportunités en Pinel à avoir, faites-le, parce que quitte justement à renégocier à terme votre crédit. Comme je vous ai dit, jusqu'à fin d'année, ça va augmenter, mais il y a de grandes chances, et on le sait, que à partir de 2024, ça va baisser. Donc, plus la déduction, comme vous l'a expliqué, des intérêts d'emprunt, je dirais, si vous avez tous les critères qui sont réunis pour que vous puissiez faire un investissement immobilier en Pinel, il serait dommage de s'en couper, surtout qu'il y a des belles opportunités à saisir. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je vous invite. Il ne faut pas regarder aujourd'hui simplement les taux. Aujourd'hui, parce qu'on a cette tendance toujours à se dire, ça coûte terriblement cher, c'est dommage. Non, il ne faut pas regarder que ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des vrais avantages quand même à pouvoir investir en crédit immobilier, en investissement immobilier traditionnel. Comme l'a dit Jean-Olivier, quelque chose qui peut paraître comme une contrainte ou un inconvénient aujourd'hui, il faut le transformer en force et se dire, OK, les taux d'intérêt ont augmenté, mais si c'est de l'investissement locatif, je vais pouvoir déduire plus d'intérêts d'emprunt, donc mieux défiscaliser. Voilà, il faut essayer de trouver des Alors, ce qu'il faut comprendre pour en faire une force. En complément de ce que vient de dire Ouda et de ce que vient de dire Hélène, très clairement aujourd'hui, dès que vous allez faire des travaux, c'est déductible. Dès que vous allez avoir donc des taux d'intérêt qui ont augmenté, oui, les taux d'intérêt ont augmenté, mais quand on fait de l'investissement locatif, et ce soir on parle bien d'investissement, alors les intérêts sont déductibles. Donc, malgré tout, on va voir que l'impact sur les taux d'intérêt avec la déduction des intérêts d'emprunt, l'impact n'est pas si important que ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt l'opportunité immobilière en tant que telle que vous avez, qui peut se présenter à vous. Et derrière mécaniquement, alors il sera tout à fait possible, d'une part, de déduire les intérêts d'emprunt, de déduire les travaux. D'autre part, de bénéficier d'une réduction d'impôt Pinel qui va tendre à disparaître à moyen terme. Donc, s'il y a une belle opportunité qui se présente à vous avec un prix, une belle décote, eh bien, il faudra très certainement y réfléchir à deux fois et pas se focaliser exclusivement sur le taux d'intérêt. Et également sur l'ancien, comme on disait, donc des passoires énergétiques. N'oubliez pas que vous avez les aides. Donc là, c'est quand même un très grand intérêt par rapport à avoir à le faire prochainement. On va parler rapidement du taux d'usure, parce que je pense que ça, c'est quand même important, parce que vous en entendez parler, et j'ai souvent la question en rendez-vous à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est le taux d'usure en fait? Tout simplement, le taux d'usure, c'est le taux maximal, ce qu'on appelle le taux usurier, donc pour remonter en fait à ce que c'était à la base, c'était quand à l'époque, les usuriers, c'était ceux qui vous prêtaient de l'argent à des taux prohibitifs. Pour reprendre, c'était des taux de l'ordre de 15, 20, 30, 40%. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui un taux d'usure. Donc, en fait, c'est le taux maximum auquel on ne peut pas emprunter plus. Et dernièrement, on a eu une corrélation qui a été hyper mauvaise parce que, en fait, le taux d'usure ne pouvait être revalorisé, n'était revalorisé que tous les 3 mois. Et en fait, avec les taux qui se sont tendus très fortement, les banques, en fait, se retrouvaient coincées avec le taux d'usure de manière régulière. Donc, là, maintenant, ça y est, ça se fait tous les mois. Et là, on a dépassé la barre des 5%. Elle a été franchie pour la première fois depuis 2012. Donc, quand on vous dit que les taux ont vraiment augmenté, ils ont augmenté. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un ralentissement du marché du crédit immobilier, parce que on a eu cette contrainte aussi de taux d'usure qui a fait que beaucoup de dossiers ne passaient pas, parce que dans le taux d'usure, on prend le taux d'emprunt et également le taux d'assurance et tout ce qui est frais complémentaires, les frais de garantie, les frais de dossier, les frais de courtage. Donc, si vous voulez, mis bout à bout, très rapidement, on arrivait à ce plafond de verre du taux d'usure. Donc, il y avait beaucoup de dossiers qui avaient beaucoup de mal à passer durant les 6-8 derniers mois à cause de ça. Là, aujourd'hui, vu que c'est revu tous les mois, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus d'air et d'arriver à ne pas dépasser ce taux d'usure. Mais ça permet quand même à nous, consommateurs que nous sommes, et à nos clients de ne pas avoir un taux trop violent et une remontée non plus trop violente que les banques peuvent faire. Donc, on a eu un vrai quand même ralentissement, comme on vous l'a dit. Donc, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée,
on a eu sur 20 ans, donc ça s'établissait, comme je vous ai dit, à 1,30 il y a quelques temps, et aujourd'hui, on est plutôt à 3,80. Donc, en fait, on a eu quand même donc, plus de 50% de taux d'intérêt, donc, ce qui est quand même énorme. Et les échéances, en fait, pour vous donner, comme vous le voyez sur le même montant, ça nous donne 305 € par mois d'échéance en plus. Donc, quand même, on a eu un coût de crédit qui a quand même fortement été impacté. Après, comme on dit, les intérêts d'emprunt sont déductibles, donc n'oubliez pas, pour vous, par rapport aux revenus fonciers, c'est plutôt positif par rapport à ça. Même si des fois, dans la mécanique de pensée, ce n'est pas toujours évident, ça reste quand même positif là-dessus. Alors, pour le coup, Hélène, juste avant de changer de slide, en complément de ce que tu viens de dire, aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui aurait une tranche marginale de position à 30%, ce qui est à minima souvent la tranche marginale de nos clients, auquel on rajoute les 17,20 de prélèvements sociaux, ça fait 47,20, donc quasiment 50%. Quand on était en juillet 2020, sur le coût du crédit à 34 000 €, on déduisait 17 000 €. D'accord, donc il restait en coût réel 17 000 €. En juillet 2023, ce que vient de dire Hélène, c'est très important, c'est que ça, certes, ça vous coûte 107 000, donc concrètement, on est à plus de quasiment 300%, 250% de plus par rapport au coût de juillet 2020. Mais par contre, les 107 000 sont déduits en intégralité, donc on passe de 107 à quasiment 50, hein, j'arrondis. Donc, en fait, l'impact, si on le regarde après impôt, d'accord, l'impact est beaucoup moins fort que ce qui pourrait y paraître. Donc, il est important pour vous de bien prendre en compte qu'aujourd'hui, il faut regarder l'impact global de votre opération et la capacité en plus de renégocier les taux, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, à échéance dans 2, 3, 4 ans, quand les taux d'intérêt vont rebaisser, si on pense que l'inflation va rebaisser, ce qui nous, en tous les cas, c'est notre scénario. On pense qu'aujourd'hui, les taux vont rebaisser à moyen terme. Donc, dans le coup, il y aura tout à fait la capacité de repositionner demain un taux de crédit dans quelques années avec une renégociation près de la banque. Il faut bien penser que c'est jamais figé, en fait. Un taux de crédit, oui, certes, vous allez avoir les frais de dossier, mais les frais de garantie, généralement, sont remboursables en plus en partie. Donc, il ne faut pas se dire qu'on a quand même connu, sur les 10 dernières années, beaucoup de, je dirais, de renégociation de crédit jusqu'à justement 2021 à peu près. Donc, il ne faut pas oublier que ça, on pourra le faire avec, je dirais, sans aucune difficulté. Donc, il ne faut vraiment pas que ça soit un frein. Et au contraire, je dirais, il faut en profiter et être accompagné d'un bon courtier par rapport à ça. Ça, je pense que c'est essentiel. Donc, par rapport, donc, comme je vous disais, donc, pour un coût d'achat aujourd'hui sur une mensualité de 1 000 € sur 20 ans, la capacité d'achat à mensualité égale a quand même donc baissé de 40 000 €. Donc, c'est là où j'invite à négocier fortement les achats que vous faites parce que soit on va essayer d'avoir un apport plus conséquent ou soit justement il faut baisser le prix de vente pour justement corriger l'immobilier comme Jean-Olivier vous l'a dit, n'est pas encore totalement corrigé. Donc, là, on vous invite vraiment à négocier aujourd'hui vos prix d'achat sur l'immobilier que vous voulez acheter, résidence principale, résidence locative, peu importe. Donc, la production donc, de crédit, comme je vous le disais, sur un an glissant, donc, a vraiment baissé, donc, dû au taux d'usure, dû à l'augmentation des taux, et également, je dirais qu'à l'heure actuelle, les banquiers sont quand même plus féroces et plus difficiles sur les acceptations des crédits. Donc, vraiment, par rapport à ça, autant quand les taux, comme je disais, étaient relativement bas, un courtier n'avait pas une très, très grande utilité. Sans vouloir, je ne me mettrai pas à dos les courtiers, mais si vous aviez un taux entre 1,10 ou 1,15 ou 1,20, ça n'allait pas vous faire un grand changement. À l'heure actuelle, pour obtenir un crédit, c'est quand même plus compliqué. Et justement, il faut avoir une vraie expertise pour pouvoir monter le dossier, savoir le présenter et justement essayer de négocier à tout niveau et faire des montages des fois sur plusieurs lignes pour pouvoir minimiser les coûts du crédit. Donc, vraiment, je vous invite là-dessus à vous rapprocher de professionnels pour ça, pour pouvoir justement obtenir vos crédits auprès des banquiers. Alors, pour le coup, en complément de ce que tu viens de dire, je pense que vous avez tous reçu dernièrement notre communication à ce sujet. N'hésitez pas à nous interroger sur les crédits immobiliers puisque, pour le coup, on a la capacité de vous accompagner sur l'ensemble de nos financements en France entière. Voilà, en France entière. Et pareil, exactement. Comme a dit Hélène tout à l'heure, le taux d'usure, il intègre le taux de crédit, mais aussi les cotisations assurance emprunteur. Donc, si vous avez même une demande de financement en cours, on peut toujours aussi jouer. Nous, on peut faire des simulations, des comparatifs
sur l'assurance emprunteur pour venir diminuer votre taux global et ne pas pouvoir faire repasser votre dossier malgré tout. Exactement, il faut une vraie expertise par rapport à ça. Donc, je vous conseille vraiment de vous rapprocher, je dirais, vraiment de courtier, parce que par rapport à ça, c'est hyper important là, de tout analyser et de tout regarder pour pouvoir justement faire passer vos dossiers et optimiser le montage au maximum pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, la présentation la plus sexy pour que le banquier vous accorde votre frais. Alors, merci Hélène pour cette présentation. Alors, pour le coup, on a une question qui a été en live sur laquelle on a un petit problème technique pour répondre. Donc, une maison de campagne en pierre datant de 48 et non isolée pourra-t-elle malgré tout être louée en gîte d'été 1 ou 2 mois? Alors, je vais répondre à aujourd'hui. J'aurais tendance, je dirais oui. Maintenant, Ouda vous a dit il y a quelques minutes qu'il y avait un groupe de travail parlementaire qui avait été nommé pour proposer, il y avait 14 mesures qui ont été mises en place et qui sont discutées à l'heure actuelle. Très clairement, aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est d'aligner les contraintes sur la location annuelle à la location saisonnière. Donc, pour le moment, en l'état actuel des choses, c'est oui. Maintenant, peut-être que dans 1 mois ou 2 mois, dès que le groupe parlementaire aura fini son travail, si ça se trouve, je vous dirai non, sauf si vous augmentez le DPE, parce qu'aujourd'hui, la volonté, ça va être de ne pas d'aligner la location saisonnière à la location annuelle. Sachant que je mets quand même un bémol sur une chose, c'est que ça va dépendre aussi des mairies. C'est les mairies qui vont normalement pouvoir donner une dérogation ou pas en fonction du marché. Donc, il y a 2 choses. Petit 1, sachez qu'aujourd'hui, normalement, il va y avoir un alignement entre la location saisonnière et la location annuelle. Et après, la deuxième chose, ça dépendra aussi du lieu de votre habitation, puisque ça dépendra aussi de la mairie, de sa volonté de déroger ou pas aux contraintes de passoire énergétique. J'espère que j'ai été clair. C'est un peu technique à chaque fois, j'en suis désolé, c'est jamais simple, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours un peu gris. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Je remercie pour le coup mes deux… Excuse-moi, ce que je vous invite quand même vraiment à faire, c'est vraiment, si vous ne savez pas, faites votre DPE. Vraiment, faites un DPE, faites-le, et comme ça, vous savez vraiment où vous allez. Et je dirais, comme ça, vous ferez, si vous avez besoin ou pas, les travaux, mais au moins, vous saurez où vous allez. Alors, je remercie ce soir Hélène et Ouda de cette belle prestation. C'était notre dernier webinaire Patrimo Live avant les congés d'été. C'est ça. Merci Hélène, merci Ouda. Merci à toi. Comme d'habitude, vous allez retrouver ce Patrimo Live dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à aller regarder l'ensemble de nos webinaires qui sont toujours une source de réflexion. N'hésitez pas à nous transmettre l'ensemble des informations si vous le désirez sur vos SCPI, on vous accompagnera et on regardera avec vous. Donc voilà, donc j'espère qu'on a été exhaustif, qu'on a fait un point sur le marché immobilier complet, que ça vous a plu. On a débordé un petit peu, mais on a eu beaucoup de questions ce soir. On va vous lancer un dernier sondage sur le format du webinaire. Est-ce qu'il vous convient? C'est habituel. On vous l'envoie, on vous pose cette question à chaque fois. On est plutôt ravis des retours que nous avons. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. On vous souhaite à tous un très très bel été. Merci Ouda. À bientôt, à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci Hélène. Merci à toi. Hélène. Merci à vous tous. Au revoir. On vous dit à très très vite. De belles vacances. Prenez soin de vous. Bonnes vacances. Attention au soleil et profitez de la chaleur douce de l'été. Au revoir. Au revoir. Au revoir.